J'ai eu une conversation avec quelqu'un que j'aime beaucoup, n'est-ce pas? Je ne dirai pas son nom, elle est peut-être à l'écoute, en me disant, comment se fait-il que le blanc peut se trouver avec la peau trop blanche et essayer de se bronzer et qu'on estime qu'il a le droit, parfaitement le droit de faire ça. Alors que le noir qui se trouve avec la peau trop foncée n'a pas le droit de vouloir éclaircir un peu cette peau-là. Quand on me présente une problématique à ce niveau-là, je me dis, c'est un problème, c'est peut-être un monde plus métissé qui va être... Parce que si je n'aime pas le noir, mais je vais aimer entre le noir et le blanc. Alors que on regarde les mariages, tout à l'heure on en a parlé, les mariages mixtes, on en voit de plus en plus, c'est bien, mais pas assez pour créer toute une société, changer la structure de la société. Oui, mais je pense que le problème va au-delà de ce qu'on appelle la mixité entre les couples, etc. Tu sais, il y a une déconstruction qui doit se faire au sujet de pourquoi le racisme systémique existe. Je veux dire, le racisme, je suis pas une sociologue, donc Madame Mirlande-Pierre serait la meilleure personne pour s'asseoir ici, mais en résumé, c'est quoi? C'est qu'il y a un certain temps, il y a quelques siècles, il y a des gens qui ont dit que la race blanche était supérieure aux autres. Donc, en est découlé des systèmes esclavagistes où est-ce que des gens étaient considérés, donc nos ancêtres étaient considérés comme des objets. On les a fait traverser des continents, puis on se ramasse aujourd'hui que je m'appelle Alexandre, mais j'ai aucune idée quel est mon nom ancestral. Donc, Alexandre est un nom colonisé. Donc, pour moi, je pense que la vraie question, au-delà de se blanchir la peau ou non, la personne qui se blanchit la peau, probablement, c'est en raison des standards de beauté. Pour moi, je pense que... J'étais justement là. C'est ça. C'est des standards de beauté. La question des standards de beauté et la vraie beauté se situe entre la noire et la blanche. Oui, ça, c'est nos standards. Ceci étant dit, je pense que, puis je vais revenir peut-être à mon rôle à Radio-Canada. Est-ce qu'on peut se défaire de ces standards? C'est ça, exactement. Puis ça revient à mon rôle. Mon rôle, c'est qu'il faut voir davantage de tout à la télévision. Il faut voir des personnes blanches, il faut voir des personnes métissées, il faut voir des personnes de tout le spectre de couleurs. Un peu comme Rihanna qui a sorti sa gamme de maquillage Fenty, puis qu'il y a quoi? Je pense qu'il y a 40 couleurs de fond de teint. C'est ça qu'on doit voir dans notre télévision. Donc, le défi qu'on doit voir dans notre société, puis entre autres à la télévision, parce que les médias sont un quatrième pouvoir. Et le numérique aujourd'hui également. Donc, pour moi, ça passe également par ça. Ça passe par le fait de combien de personnes issues d'horizons différents, avec toute la mixité qui existe dans notre société, sont en mesure d'avoir des opportunités pour raconter des histoires différentes en ondes. Je vais vous donner juste des exemples. Présentement, je suis en train d'encadrer des jeunes femmes qui sont mentorées par une association d'auteurs et d'autrices, donc la Sartec. Et juste le fait de voir une émission où est-ce qu'on verrait une dame avec son tête bas, de voir la madame qui a son tête bas, c'est-à-dire que le mouchoir qu'on met avant de se coucher. Okay. Je sais pas, j'ai un exemple de voir une madame avec son bol baie qui donnerait de la nourriture dans une émission de télévision. Tous les Haïtiens, on rirait, mais imaginez-vous tous les codes culturels qu'on pourrait retrouver dans toutes les communautés maghrébines, latino-américaines, etc. Donc, pour moi, ça passe beaucoup par ça. Puis c'est sûr que, comme je dis, je n'œuvre pas dans un contexte de sociologie, donc je peux pas m'exprimer sur toutes les questions de la société, mais mon cheval de bataille à moi, il est à travers la diversité et le féminisme. C'est de s'assurer aussi combien de femmes peuvent avoir aspiré aux mêmes opportunités dans le monde des médias, et c'est ce sur quoi je vais vraiment me concentrer pour les prochaines années. Essayons d'élaborer sur les objectifs de ce rôle de spécialiste et de coordonnatrice externe à l'équipe inclusion. C'est quoi les objectifs à Radio-Canada pour cette équipe? Okay, donc, les objectifs, si je parle de mon rôle à moi et du rôle des autres personnes, c'est qu'on a une personne qui s'occupe vraiment de tout ce qui est la coordination interne. Donc, Radio-Canada, c'est comme une petite société. Il faut sensibiliser, il faut mettre en place des démarches, il faut également donner des recommandations et des conseils aux équipes institutionnelles en matière de diversité. Donc, parce qu'au niveau de Radio-Canada, il y a 3 actes qui sont importants. Il y a les effectifs, donc comment recruter davantage de gens issus des groupes d'équité. Donc, les groupes d'équité, c'est quoi? C'est les personnes en situation de handicap, les personnes autochtones et les personnes
dite de minorité visible. Il y a également l'axe du contenu. Donc, comment est-ce que le contenu d'un bout à l'autre, donc d'un océan à l'autre du Canada, vont davantage refléter la société. Puis il y a également la culture organisationnelle. Donc, à mon niveau ou à notre niveau, mon but, c'est d'ouvrir la porte aux gens issus des diversités pour que leurs projets puissent être soit considérés par les équipes à l'interne, que ce soit également par les productions indépendantes. Parce que une des réalités au Québec, c'est que quand vous regardez votre télévision, Radio-Canada ou TVA, qui sont les deux grands postes principaux, ne produisent presque plus de contenu à l'interne. Tout passe par des productions indépendantes, donc des boîtes de production, comme Fabienne Larouche, par exemple. Donc, c'est important de créer le pont entre les créateurs et créatrices et ces boîtes de production-là pour qu'elles puissent raconter d'autres types d'histoires. Parce que souvent, ce qu'on dit, c'est, mais soit on ne sait pas où sont les talents, ou les gens québécois, donc dits blancs, là, de souche, ne veulent pas autre chose parce qu'on donne ce qui fonctionne déjà. Et l'autre chose également, c'est de travailler avec ce qu'on appelle les équipes institutionnelles, donc les gens qui travaillent plus au niveau de l'organisation et pas de la production. Donc, que ce soit la PDG, que ce soit également les différents directeurs, les gens qui sont dans les directions régionales, les gens qui sont dans l'équipe des ressources humaines. Donc, j'ai un rôle conseil où je discute avec ces gens-là pour voir comment on peut faire avancer toutes les questions de la diversité. Alors, peut-être qu'on peut déjà envoyer, s'il y a de ces cadres de Radio-Canada qui écoutent surtout cette émission, parce que Dorothy passe à notre antenne, que Radio-Canada a fait un excellent coup, un excellent choix. Merci. En prenant Dorothy, oui, mais avant Dorothy, un autre coup fumant de quelqu'un qui a été exclu de TVA. Oui, c'est ça. Et tu étais à TVA à ce moment-là, lorsque la personne, on va citer son nom, c'est quelqu'un qu'on aime bien. Oui, c'est ça. La bonne télévision et qui était ici à CEPAM aussi, qui a fait des émissions. Qui a fait des émissions, exactement. C'est sûr, oui. Fait que Mélissa François et moi, on est deux personnes qui avons évolué conjointement. Maintenant, oui, une excellente journaliste au sein de TVA. Puis pour moi, c'est une femme extraordinaire. Puis j'ai juste hâte de voir ce que l'avenir lui réserve, là, justement, pour les prochaines années. Mais c'était un coup fumant, n'est-ce pas, que de récupérer Mélissa et qui a une présence à la télévision. J'imagine que lorsqu'on regarde une télévision qui nous ressemble, on a le goût de regarder. C'est certain. Que la télévision qui ne nous ressemble pas. C'est certain. D'avoir une télévision, puis même, j'irais même plus loin, et même une radio qui nous ressemble ou du contenu numérique, lorsque ça nous ressemble, c'est que ça vient chercher des fibres en nous. Puis, j'aime à dire qu'il ne faut pas nécessairement que ce soit juste, on n'est pas interpellé juste par la couleur de la peau, on est surtout interpellé aussi par le parcours, par les réalités. Et moi, je peux dire que c'est sûr que je comprends pas toutes les réalités autochtones, mais lorsque je vois des parents qui essaient d'en faire davantage pour leurs enfants, qui essaient de s'en sortir, qui essaient de lutter contre toutes les formes de discrimination, qu'elles soient autochtones, qu'elles soient latino-américaines, peu importe leurs origines, c'est certain que ça vient nous interpeller. Donc, le but, c'est ça, c'est d'avoir davantage de contenu qui nous reflète. Puis, l'engagement est pris à l'interne. Ça va prendre des années, c'est certain, mais quand j'ai des années, c'est peut-être pour voir la masse critique. Mais ce que je peux vous dire, c'est que présentement, il y a beaucoup de démarches qui sont entreprises à l'interne. Mais comment se fait-il, Dorothy, qu'on ait été obligé de faire des études, des groupes de travail et tout ça, des task force, pour se dire qu'une télévision, surtout la télévision d'État, doit refléter la structure de la société, enfin les diversités qu'on trouve dans cette société. Je regarde des émissions de télévision, ou surtout des émissions qu'on appelle talk show. Mm-hmm. Puis c'est toujours les mêmes qui sont invités, toujours les mêmes. Et jamais dans la diversité, jamais dans la diversité. J'ai l'impression que même le Québécois de souche est tanné de voir les mêmes présences à la télévision. C'est toujours les mêmes. Oui, mais ça, c'est une réalité qui est vraiment... C'est une réalité. Donc, la question du fait qu'il manque de nouveaux visages, il manque de nouveaux talents au sein dans nos télévisions. Puis, il y a plusieurs choses... Et là, je ne parle même pas de personnes racisées. Non, on parle de différentes personnes. Même dans la société québécoise blanche, pure laine, là, et...
tricoté serré, c'est toujours les mêmes qui reviennent. À un moment donné, on se pose des questions. Il y a d'autres personnes qui peuvent faire le travail également pour aller dire des niaiseries à la télévision. Il y a de ces émissions, je m'excuse, c'est pas toutes, qui font des blagues, qui font rire, mais c'est toujours les mêmes. Oui. Mais comme on dit, les goûts sont dans la nature. Donc, il y a différents types d'émissions qui vont interpeller certaines personnes et différents types d'émissions qui vont pas nous interpeller, puis c'est mon cas également. Je pense que les solutions viennent à plusieurs étapes. La première chose, c'est qu'il faut que les organisations médiatiques, donc Radio-Canada, mais toutes les organisations médiatiques au Québec, fassent et mettent en place de réelles structures, de réels processus pour que cette diversité-là se reflète à tous les niveaux, comme je viens de le mentionner. Mais je pense également que ça passe par nos écoles. Dans les projets qu'on veut développer, c'est comment est-ce que nos écoles médiatiques, comment est-ce que nos écoles journalistiques vont davantage changer les réseaux pour aller chercher ces talents-là qui veulent aspirer peut-être à aller dans les médias. Autre chose, c'est lorsque vient le temps de faire du recrutement pour ce qu'on appelle les émissions et tout, il faut briser les réseaux parce qu'on sait qui se ressemble, s'assemble. C'est très naturel. Probablement que la plupart de nous qui sommes d'origine haïtienne, le 3/4 de nos amis serrés sont peut-être d'origine haïtienne, puis on a peut-être d'autres gens de d'autres communautés. Donc, notre premier réflexe, c'est d'aller vers les personnes que l'on connaît. Donc, comment briser des processus pour que le réflexe premier des gens qui sont en ressources humaines ou qui sont dans les équipes de production ne soit pas d'aller juste dans leur réseau, mais d'ouvrir leurs œillères pour aller ailleurs où est-ce que les talents sont déjà. Puis moi, s'il y a quelque chose que j'essaie vraiment de travailler fort à l'encontre de cet argument-là, c'est de dire que les talents issus des diversités n'existent pas. Ils sont là, ces personnes-là existent, c'est juste qu'il faut être en mesure de leur offrir des opportunités qui correspondent à leurs aspirations et à leurs talents. Et il faut également mettre en place des projets ou des structures de mentorat et d'accompagnement pour que ces personnes-là puissent, comment dirais-je, accéder au même niveau de standard. Parce qu'un des défis que l'on voit dans les médias, puis, je vais donner un exemple très simple qui est la médecine, par exemple. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un médecin qui est résident ait la même expérience que la dame qui est la responsable de la santé publique au Canada, Dr Tam, ou de n'importe quel grand chirurgien à l'hôpital. Donc, il faut que ce résident-là fasse ses preuves, travaille dans des contextes professionnels d'hôpitaux, dans les urgences, fasse des opérations, des chirurgies pour que dans 10-15 ans, il ou elle aspire à être un grand chirurgien. Mais dans notre télévision, on ne peut pas faire différemment. Ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui je suis assise à cette table-là, c'est que j'ai pu travailler à TVA et comprendre le système médiatique, comprendre comment le tout fonctionne et pouvoir être en mesure d'y être aujourd'hui. Donc, pour moi, mon encouragement, c'est de dire comment est-ce qu'on peut créer davantage de projets pour que les gens puissent avoir ce qu'on appelle une professionnalisation. Donc, être entouré, encadré pour développer les mêmes standards que les gens qu'on recrute actuellement pour faire la télévision. Parce que c'est ça l'argument. C'est qu'on veut des gens qui soient prêts. Comme on dit, des gens qui tout cuitent. Mais il faut les cuire, ces gens-là. Et pour les cuire, s'ils n'ont pas les opportunités, il faut leur donner l'accompagnement. C'est pas... Oui, Pierre-Paul? J'ai deux questions pour toi, Dorothée. Oui. Première question, c'est lorsque tu arrives à le niveau que tu es, est-ce que tu te sens au sommet de qu'est-ce que tu crois être capable de faire ou what's next for you? Qu'est-ce que tu te donnes comme objectif si tu as autre objectif? Oui, c'est tellement une belle question. Puis je te dirais que le jour où j'ai arrêté de me mettre des limites ou des standards de sommet, c'est à partir de ce moment-là que ma carrière s'est propulsée. Donc pour moi, je suis une femme ambitieuse, mais je ne suis pas une femme carriériste. Ce que ça signifie, c'est que je n'ai pas écrit, par exemple, dans mon agenda que je veux avoir tel poste ou rentrer dans telle opportunité, etc. Moi, ce que je veux, ce que j'aspire, c'est de contribuer vraiment de façon positive à l'avancement de la télévision dans notre Québec, puis dans notre Canada, parce que ce que j'ai pas mentionné, c'est que mon rôle, il est pan-canadien. C'est tous les services français à travers le Canada. Moi, je réfléchis plus en termes d'héritage. Et je vous dirais que c'est ça qui m'a beaucoup concilié avec les barrières que j'ai vécues. Je me suis dit, aujourd'hui, il y a 4 ans, je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je travaille pour les 20 prochaines années. Donc, dans 20 ans, donc je vais avoir 40 ans dans quelques jours, à 60 ans, qu'est-ce que je vais pouvoir dire que j'ai fait? Et je trouve que pour moi, ça a enlevé une grosse pression de dire je vais être PDG de ci ou CEO de ça.
parce que je travaille davantage en mode héritage, davantage en mode contribution active, contribution réelle et contribution non équivoque. Ce que ça signifie non équivoque, c'est que c'est pas à cause que j'ai eu 50 likes, c'est pas à cause qu'on m'a donné un titre d'influencer que je suis où est-ce que je suis. Ça n'enlève rien aux influenceurs. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, que ma personnalité à moi en est une de pérennité. Donc, j'aime pas le bruit, j'aime pas trop être sur les médias sociaux, quoique j'ai dû être beaucoup sur les médias sociaux au début de ma carrière. Mais aujourd'hui, j'aime être dans le recul, j'aime être dans la perspective. Et pour moi, la perspective, c'est l'héritage. Donc, je répondrai à ta question. Le sommet pour moi, c'est que dans 20 ans, quand je vais retourner en arrière, je vais dire, wow, Dorothy, you've done a long way. Et je pourrais te dire qu'aujourd'hui, à 40 ans, quand je regarde où est-ce que j'étais à 20 ans, j'ai déjà cet héritage affecté. God forbid, si je devais mourir demain, je sais qu'il y a des choses au Québec que vous savez pas, parce que les gens à la mairie, les gens qui sont les élus, les gens qui sont dans les médias savent à quoi je contribue, mais c'est pas dans les médias sociaux. Et c'est là que quand on décède, on voit des John Lewis puis ils disent, il avait parlé avec ce petit garçon-là, il avait donné un financement ou une bourse pour tel enfant. Donc, pour moi, je te dirais que c'est ça. What's next, c'est vraiment de rester, de garder mes yeux rivés sur mon héritage et qu'est-ce que je veux construire pour ma fille dans 20 ans, puis les autres enfants, des enfants, des enfants. Nice. Pour les jeunes de la communauté, surtout les jeunes femmes, si tu as des conseils à donner, ce serait quoi, ces conseils? Le premier conseil, je dirais qu'il faut absolument arrêter de se mettre une pression sociale de réussite. Je vous cacherai pas si je vous disais que lorsque j'étais jeune, j'étais la fille la plus stressée du monde. J'avais l'impression de manquer ma vie à chaque jour parce que j'avais pas le bon bac, parce que je ne travaillais pas dans l'emploi qui était valorisé, parce que j'avais toujours l'impression de ne pas faire quelque chose qui était à la hauteur des attentes qu'on mettait sur moi. Donc, je dirais que dans un premier temps, c'est vraiment ça. La deuxième chose, je dirais, c'est de s'entourer des gens qui vont croire en soi et de se bâtir des familles. Moi, je suis croyante, donc j'ai une famille spirituelle. J'ai également des amis proches que lorsque j'ai des hauts, je suis capable de leur raconter. Quand j'ai des bas, je suis capable de leur raconter sans avoir à porter un masque. Là, je voyais, j'ai mon masque sur la table, c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, tout le monde porte un masque. Et on le voit, c'est très métaphorique, mais quand on porte un masque, on cache notre sourire. Et ce sourire-là, souvent, c'est lui qui va dépeindre nos réalités. Si on est dans la joie, si on est dans la détresse, on essaie de cacher. Aujourd'hui, tout le monde est identique parce que tout le monde a un masque sur le visage. Donc moi, je connais beaucoup de gens dans toutes les sphères de la société. Ceci étant dit, mon noyau serré, tricoté serré, les gens qui connaissent le nom de mon conjoint, le nom de ma fille, qui savent là, comme quand j'ai mes cheveux pas coiffés, là, il y en a pas beaucoup. Donc, c'est de se bâtir ce réseau d'amis-là. Ensuite, mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pour les jeunes femmes, je dirais apprendre à se renouveler. Apprendre à se renouveler, je sais que ça a l'air très quétaine. Les gens ont un peu combattu ou dit que c'était pas une expression utilisée pendant la période de pandémie. Apprendre à se renouveler, c'est de se dire que toutes les choses qui sont dans notre vie sont des véhicules. Ils ne sont pas des faits en soi. Et à partir du moment qu'on se dit, j'ai plus cet emploi-là, mais c'était quoi mon objectif à travers cet emploi-là et quel autre véhicule que je peux utiliser? Et pour moi, ça a été vraiment une façon de faire qui m'a permis de passer à travers les défis, mais surtout qui m'a évité de me comparer aux autres. Parce que quand tu connais ta valeur, quand tu sais où tu t'en vas, tu changes de véhicule, les gens après ça, ils vont copier ton véhicule, mais ils connaissent pas ta vision. Donc, c'est vraiment ça. Donc, essayez de trouver quelle est votre vision. Accrochez-vous à cette vision-là. Essayez de trouver des gens qui vont vous encourager à être la meilleure personne que vous êtes. Et finalement, faites-vous confiance que laissez le temps au temps. Pour moi, là, un des meilleurs adages que je donne aux jeunes que je mentor, c'est « trust the process ». À 40 ans, je pourrais vous dire que pour moi, j'aurais jamais pensé être où est-ce que je suis aujourd'hui. Je peux pas atteindre ce que Oprah a fait en 60 ans. Un jeune de 20 ans ne peut pas avoir mon parcours de 40 ans, de la même façon qu'un enfant de 5 ans ne peut pas avoir le parcours d'un jeune de 18 ans. Donc, arrêtez de vous comparer, faites ce que vous avez à faire et de grâce également, soyez authentique. L'authenticité, pour moi, c'est vraiment la clé. Pour moi, qu'est-ce que tu as accompli, Dorothée? C'est comme un peu qu'est-ce que notre joueur québécois Duvernay-Tardif a accompli avec les Chiefs de Kansas City au football américain. Oh, wow! Parce que, si tout s'arrêtait aujourd'hui, qu'est-ce que tu considérais être ton héritage et de quoi es-tu le plus fier?
Wow! Mon Dieu, mon ami, c'est une très bonne question. Ben, je vais peut-être y répondre sur 2 plans, 2 axes. Le premier axe, c'est je suis fière de la femme. Là, je vais pas pleurer parce qu'en plus, c'est toi qui m'as posé la question. Ma mère me dit, c'est pas une clé, j'ai crié. Je dirais que c'est la femme que je suis devenue. Tu sais, quand j'étais adolescente, je détestais la couleur. Oh mon Dieu, je t'en ai pleuré. Je détestais la couleur de ma peau, je détestais mes cheveux, puis souvent les adultes me disaient comment qu'ils disaient ça, ils disaient ils disaient comme ou bon cheveux. Fait que tu sais, ma beauté a toujours été attribuée à mes cheveux, et je me souviens quand j'ai rasé mes cheveux en 2010, j'ai fait le Big Shop. La première personne, bon, il y avait le barber, puis quand les gens m'ont dit « Wow, Dorothée, t'es belle », j'ai pleuré parce que je me suis rendu compte que, ma beauté n'est pas liée avec mes cheveux naturels. Donc, elle n'est pas liée avec mes cheveux, mais je suis belle dans toute mon entièreté, même quand j'ai pas un poil sur mes cheveux, sur ma tête. Donc, je te dirais que la chose... Tu as fait ça, Dorothy? Ah oui, j'avais rasé mes cheveux, là. Il me restait juste une petite touffe, là. J'ai des photos. Le 10e arrive le 19 août, là, surveille Facebook. Je vais faire une publication. Donc, je te dirais que d'un point de vue personnel, c'est ce qui me permet, c'est ce dont je suis le plus fière d'être la femme que je suis devenue aujourd'hui, puis la femme de confiance, la femme résiliente et la femme qui n'a pas froid aux yeux, parce que je deviens une meilleure mère. Je deviens une femme qui est capable d'élever une petite fille qui un jour, j'espère, deviendra femme également et qui pourra aspirer à tout ce qu'elle voudra dans la société. Et d'un point de vue professionnel, je te dirais que ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir été capable d'accepter aujourd'hui de vivre dans l'ombre. Parce que quand on cherche la reconnaissance, quand on est plus jeune, puis qu'on essaie de se faire valider, à un moment donné, c'est difficile de peser sur son ego, de dire, tu sais quoi, aujourd'hui, c'est correct que je sois dans l'ombre, c'est correct que je prenne pas autant de place sur la place publique, mais que je sois là pour les bons moments, pour les bonnes raisons. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, pour moi, c'est un honneur d'être ici. Je refuse souvent des interviews médiatiques si je ne sens pas ou que ma voix va porter quelque chose. Parce que le but, c'est de ne pas parler juste pour parler, c'est d'essayer de faire avancer les choses. Donc, dans cette optique-là, je pense que j'ai beaucoup contribué à faire avancer le discours de la diversité au Québec, que ce soit surtout dans les médias puis en gouvernance, et c'est toujours une question de qui te lit et qui t'écoute. Mm-hmm. Donc, je sais que les gens qui me lisent et les gens qui m'écoutent sont des gens qui sont dans des postes décisionnels, et c'est pourquoi je ne prends pas pour acquis cette confiance qu'on me donne, qu'on m'octroie, et l'influence que j'ai développée au cours des 10 dernières années. Par rapport à la télévision, à la production de contenu, ne penses-tu pas que ce serait intéressant, je ne sais pas, d'avoir des fonds que la société, ou du moins que nos communautés s'organisent pour avoir des fonds pour soutenir les producteurs de contenu, pour que, justement, comme tu disais tantôt, pour qu'ils soient prêts, pour qu'il y ait une attraction des grands médias vers le contenu que nous allons développer. Tout à fait. Anne, je te salue. Anne, c'est une personne, Anne Oville, que j'ai beaucoup de respect pour toi. Peut-être la première partie de ce que tu as mentionné, par rapport au fait de comment former les jeunes de demain pour qu'ils deviennent une élite économique, une élite intellectuelle. Mais je pense également que nos jeunes doivent devenir une élite technique. Parce que il y a beaucoup de métiers de demain qui n'existent pas encore, et tu es la meilleure personne placée puisque tu travailles avec les jeunes au niveau des sciences, au niveau du numérique. Donc, pour moi, je pense que tout ça est inclus. Il faut encourager nos jeunes à embrasser le technique, même la construction s'il le faut. Au niveau de l'attraction puis de l'organisation, j'y crois. Tout passe par l'organisation. Donc, à partir du moment que des gens qui ont des intérêts communs peuvent se mettre ensemble et développer justement une expertise pour faire rayonner des nouveaux talents, pour moi, c'est certain que c'est une solution qui est plus que viable. Le contenu, c'est la donne. On voit les Netflix aujourd'hui, on voit toutes les organisations. On cherche du contenu qui ne va pas se démarquer juste au Québec, au Canada, mais à travers le monde. On est à l'ère de mondialisation. Donc, oui, définitivement. Oui, elle fait un travail magnifique. Premièrement, merci pour les petits bouts de créole qui arrivent de temps en temps. Mm-hmm. Et puis, Audrey, je sais que tu auras de moins en moins de temps à consacrer aux entrevues et aux médias sociaux.
Cependant, tu vas comprendre, et puis c'est ça que je voudrais vraiment te demander, on a besoin de modèles de réussite dans notre société. Donc, on a besoin que tu interviennes de temps en temps aussi, de trouver du temps, de créer ce temps pour parler aux jeunes, pour encourager les jeunes Canadiens, Québécois, d'origine haïtienne à sortir de l'ombre. Parce qu'on a souvent tendance à relater dans les médias traditionnels que ce qui ne va pas bien, que les gangs de rue, au point où nous-mêmes, on s'étonne tout le temps d'entendre un jeune qui a bien réussi. Et puis, on a toujours tendance à dire, mais c'est vrai, ça veut dire qu'il n'y a pas que des gangs. Alors, il faut croire que si nous, dans la communauté, on le dit, que dire des autres? Alors, moi, je t'encouragerais beaucoup à faire cette déclaration. Tu as parlé d'Oprah et des 50 dernières années, si on peut dire, ou bien des 40 dernières années, mais elle n'était jamais restée dans l'ombre. C'est vrai qu'elle avait une émission, donc elle a parlé au point de devenir le modèle de beaucoup de gens. Et puis, c'est la même chose pour Michelle Obama. Et puis, on voudrait que tu sois notre Michelle Obama un peu aussi. Touché, merci, Mimi. Quand je dis que je veux rester dans l'ombre, c'est que je veux faire des sorties qui soient pertinentes, en effet. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que, oui, je vais continuer de parler. De toute façon, mon poste, je ne l'ai pas mentionné, mais mon poste va avoir de la représentation. Donc, je vais aller sur le terrain, dans les écoles, dans les communautés, quelles qu'elles soient. Donc, définitivement, je vais être encore là. C'est juste que je vais mieux cibler les opportunités dans lesquelles je vais m'investir pour pouvoir me consacrer pleinement à mon mandat. Mais si je peux dire un mot à vos auditeurs et vos auditrices, c'est pour les jeunes qui nous écoutent, croyez en vous. Puis, si vous avez fait des erreurs, c'est correct. Il faut se relever pour pouvoir repartir, relancer un peu nos rêves. Et pour les parents, je réitère, encourager petite nous. Moi, connais grand pile dans nous qui t'arrêtent que petite nous médecins, docteurs, avocats, ingénieurs. Mais nous pas avec ces monde qui pas heureux. Nous pas avec ces monde que là dans l'école, yo fin fait diplôme là, yo banouli pour après ça pour faire l'autre bagaille. Donc un paquet de jobs qui peut quand même exister. Quitte ces jobs qui dans numérique, dans communication, dans médias. Si nous êtes nous bon en vidéo, ou connaît que job vidéo c'est une plus gros job qui gagne dehors. Job vidéo à payer, job construction, job technique. Et si on ti nous elle pas vle aller dans cégep là université Kouyan, nous doit juste dire al font technique, al font bagaille pour carré sous ban l'école parce que ça qui est important c'est que Timoun continue à stimuler tête, stimuler intellectuellement parce que c'est pas rien pour gon Timoun qui gon profession mais que li pas heureux la donne. Donc ça, c'est le message que j'aimerais vraiment donner aux familles. Puis j'aimerais peut-être finir en remerciant mes propres parents qui ont tout sacrifié pour moi, pour l'école, etc. Puis si m'chita là, c'est parce que y a pile dans nous qui t'es quitté Haïti, que ce soit par choix ou non, pour nous venir dans le pays étranger. Et qu'on y a là, nous on paquet qui viennent fête dans le pays ça qui pas nous tout. Et moi espérer que n'a continué là pour tout le monde nous, que n'a continué encourager yo, gens yo capable. Peu importe, même si vous ne pas comprendre ça, l'abdou. Chita avec, écoutez-le. Voilà. Merci beaucoup, Dorothy. Merci pour ce beau mot de la fin. Ça constitue vraiment la fin de cette émission. Merci de me recevoir. Je suis tellement touchée par vos mots. C'est vrai que CPAM, ça fait quelques années. J'étais encore la jeune journaliste. Même avant, c'était à botinhaïtien.com. Donc, c'est en 2009 quand j'ai commencé. Donc, merci de me recevoir. De rien, Dorothy. C'est un honneur pour nous. Et Dorothée, pour briser la glace, est-ce que tu aimerais, pour nos auditeurs, partager avec nous un peu ton parcours, ma chère dame? Oui, avec plaisir. Alors, merci à vous tous, chers auditeurs et auditrices, qui êtes avec nous aujourd'hui. Mon parcours, je dirais que j'ai un parcours très atypique. J'ai commencé dans les médias, comme je viens de dire il y a quelques instants, à botinhaïtien.com. C'était avec Edner Kajusma, un autre homme de notre communauté qui travaille dans l'ombre, mais qui fait un travail extraordinaire. Et en résumé, quand Barack Obama est venu à Montréal en 2009, donc c'était à la suite de son élection comme premier président noir, j'ai rencontré Edner à Ottawa, sur la colline parlementaire, parce que c'était la première visite officielle de Barack Obama auprès de Stephen Harper à l'époque. Et il m'a dit, est-ce que ça te tente de couvrir des événements dans la communauté? Et je venais de finir de travailler dans plusieurs emplois. Je me cherchais. Moi, je pensais que j'étais un échec à l'époque parce que j'ai pas étudié en médecine, j'ai pas étudié le droit, j'étais pas ingénieur. Et j'ai dit, pourquoi pas? Je n'ai rien à perdre. J'avais 28 ans à l'époque. Et
je vous dirais, j'avais 29 ans plutôt, et je vous dirais que ça a changé ma vie. Donc, j'ai couvert certains événements dans la communauté haïtienne, et dans l'un de ces événements-là, il y avait quelqu'un de TVA qui m'a découverte. Et c'est ainsi que j'ai fait mon entrée à TVA. Là, je veux dire, je n'avais pas nécessairement des excellentes notes au niveau du test de connaissances. Par contre, sur la base de mon démo, également la base de mon test de français, j'ai eu cette opportunité là où je suis restée pendant 7 ans. Donc, pour moi, tout part de ma communauté et c'est la raison pour laquelle je reste collée. J'aime ma communauté également. Mm-hmm. Oh, c'est extraordinaire, n'est-ce pas, mon cher Pierre-Paul? Je suis surpris de savoir que tu étais étudiante en médecine. Non, j'étais pas étudiante en médecine. Moi, j'ai fait un bac en réadaptation physique à Concordia. Et ce qu'elle a dit, c'est le fait de n'avoir pas été avocate, médecin ou whatever, là, elle estimait que c'était un échec parce que encore à l'époque, je dirais, ça date déjà, il fallait être médecin, avocat, ingénieur pour réussir. Ce qu'on disait déjà à Pierre-Paul, nous, alors qu'il n'en est rien aujourd'hui, hein? C'est exactement cela. Puis je dirais que lorsque j'ai terminé mon bac, même si j'avais 22 ans, comme je viens de dire, je pensais que j'étais un échec et pour moi, je voyais noir. Je ne voyais pas où serait ma vie actuelle. Donc, si on m'avait dit qu'aujourd'hui, j'évoluerais dans les médias, que j'aurais été entrepreneur, que je serais maintenant à Radio-Canada, je vous dirais que vous mentez, que ce n'est pas ma réalité alors qu'elle est tout autre aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, si je poursuis mon parcours après ces 7 années-là à TVA, j'ai travaillé comme recherchiste, comme rédactrice avec tous les chefs d'antenne, que ce soit Pierre Bruno, Sophie Thibault, Mario Dumont, à Salut Bonjour. Ça a été vraiment mon école de vie. Ça a été une école pendant laquelle j'ai appris à découvrir les médias. Je suis tombée passionnément en amour avec les médias, mais déjà à l'époque, je remarquais qu'il y avait un manque de diversité. Donc, la question de la diversité qui est aujourd'hui une priorité dans notre société. Sur toutes les lèvres. Sur toutes les lèvres, voilà. Moi, j'en parlais déjà à l'époque, en 2010, lorsque j'étais recherchiste. Et on sait que dans le monde des médias, on pourra en reparler, les recherchistes ont ont un rôle important, capital dans nos émissions, car c'est ces personnes-là qui cherchent les invités pour venir dans nos émissions, etc. De toute façon, vous avez... Exactement. Avec l'animateur et les invités, justement. Oui. C'est exactement cela. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai permis à des gens de notre communauté de devenir chroniqueurs ou chroniqueuses pour les premières fois au sein de la chaîne Argent. Donc, plusieurs années plus tard, donc j'ai quitté. Après avoir eu ma fille en 2016, j'ai décidé de quitter le métier parce que le métier de journalisme comme tel ne correspondait plus nécessairement à mes aspirations parce que je voulais faire des changements de société et c'est ainsi que je me suis lancée en affaires. Comment tes parents ont réagi lorsque tu as fait ce choix de carrière? Au niveau du journalisme, initialement? Oui. Ah, avec beaucoup de scepticisme. Je pense que ce qui a aidé, c'est lorsque j'ai dit TVA. Pas grand haïtien pas comme ça que TVA à Radio-Canada. Donc, quand ma mère a vu, surtout et mon père ont vu que je rentrais à Radio-Canada, ils se sont dit, ah, OK, peut-être qu'il y a une opportunité. Mais encore là, ils avaient des doutes parce qu'on ne voyait pas beaucoup de personnes noires à la télévision. Je veux dire, la dernière personne à laquelle on se souvient, c'était Michaël Jean à l'époque. Et il y avait également Mariana Murat. Pour les gens qui s'en souviennent, c'est dans les années 80-90, je crois. Donc, ils ont été surpris, mais quand même, ils m'ont encouragée. Et c'est la raison pour laquelle que j'ai pu persévérer. Parce que ça n'a pas été facile. Ça, je dois l'avouer. Apprendre un nouveau métier en tant que minorité dans une salle, c'était pas évident. Mais j'ai continué, puis j'ai quand même eu du mentorat à l'interne, d'où l'importance du mentorat. Mm-hmm. D'accord. Nice. Et comment tu expliques ta nomination avec Radio-Canada, Dorothée? Est-ce que c'est, comme Jean-Ernest a dit, tu as eu l'univers, un bon samaritain qui est venu te voir et qui a dit « Je vais créer un poste pour Dorothée » ou c'est... Comment tu expliques ça, ton parcours là, avec TVA Radio-Canada? Mais mon parcours avec Radio-Canada, je vous dirais que c'est un parcours quand même assez particulier dans la mesure où en 2017, Radio-Canada a organisé une rencontre de cadres pendant laquelle ils ont organisé un panel de discussion où est-ce qu'il y avait des jeunes qui devaient parler de la diversité. Donc, comme je dis, c'était en 2017 et on était 5 jeunes. Et à la suite de cette rencontre-là, il y a beaucoup de cadres qui sont venus me voir pour saluer mon courage parce que j'ai expliqué aux 400 cadres comment ils avaient perdu Dorothée Alexandre à la télévision québécoise. Quand j'étais jeune, j'écoutais toutes les émissions de la télé. Je connaissais toutes les émissions de radio. Je connaissais les chansons qui jouaient dans le 6 à 6 de C'est quoi?
Et jusqu'à un certain âge, donc rendu au secondaire, j'ai expliqué comment qu'on perd nos jeunes au niveau de la diversité culturelle, parce qu'il y a toute cette question identitaire qui évolue au fur et à mesure qu'on est au secondaire. Si j'explique rapidement, en secondaire 1 et 2, on est à peu près ce que j'appelle colorblind. Puis là, je fais une étude sociologique très rapide. On est colorblind. Donc, tous les enfants sont les amis de tout le monde. Rendant secondaire 3 à peu près, secondaire 4, les jeunes vont s'associer davantage avec les gens de leur communauté, sans toutefois ne pas être... Ils sont quand même amis avec les gens de la majorité blanche. Mm-hmm. Et on sait que rendu au secondaire 5, qu'est-ce qui arrive? Les Haïtiens vont au bal avec les Haïtiens, les Latinos vont aller au bal avec les Latinos, et au bal, tout le monde va jouer ensemble, et dans l'après-bal, les amis vont se retrouver dans leurs sphères respectives. Et moi, je leur ai dit, vous m'avez perdu en secondaire 3 et 4, parce que mon père habitait aux États-Unis, et à tous les étés, j'allais à New York, je revenais avec mes petites cassettes de hip-hop, et je me disais, comment se fait-il que de l'autre côté de la frontière, je peux voir des Brandy, des Monica qui me ressemblent, qui avaient 14 ans, 15 ans à l'époque, des filles noires à la télévision, et qu'aujourd'hui, je reviens dans mon Québec que j'aime, dans lequel je suis née, et je ne voyais personne qui me ressemblait. Donc, je vous dirais que c'est tranquillement, pas vite, vers le cégep, que j'ai arrêté d'écouter la télévision québécoise, littéralement, et que j'ai compris que je n'étais pas représentée et que je devais faire partie de la solution, ce que je fais aujourd'hui. Ça s'est dit clairement. Je l'ai dit clairement. Et en pleine face, hein? Je l'ai dit clairement en pleine face parce que si les gens qui me connaissent savent que je ne cours jamais après les opportunités. Dans la mesure où je fais mon travail, et pour moi, toute opportunité est un véhicule. C'est-à-dire qu'à partir du moment que l'on sait quelle est notre mission de vie, on peut changer de véhicule, mais la mission demeure la même. Donc, ma première mission avec botinhaïtien.com, c'est un média communautaire. Ensuite, TVA, qui était une télévision, un média plus grand. Par la suite, j'ai poursuivi comme entrepreneur. Là, présentement, mon équipe est en nomination aux Gémeaux pour briser le code. Donc, pour tout le volet web dont j'ai fait la production au contenu avec une équipe extraordinaire. Radio-Canada, pour moi, aujourd'hui, est un autre moyen de faire avancer cette question de la diversité. Aussi, en tant que présidente du Conseil des Montréalaises, où est-ce qu'on est une équipe de 15 femmes et on fait des recommandations à la Ville de Montréal en matière d'égalité et d'équité. Donc, mon mandat vient à sa fin. Donc, tout ça, pour moi, sont des véhicules à travers lesquels je fais avancer la cause de la représentativité et de la diversité. Et c'est ce qui fait que je dirais, pour répondre à ta question, que mon courage de ce qu'on m'a dit par rapport à ce que j'ai dit au cadre et ce que j'ai continué comme pigiste et consultante pendant 2 ans, là, il y a eu une ouverture qui s'est faite et j'ai pu obtenir ce poste-là. Alors, Pierre-Paul, tu imagines qu'il y a quelques années, j'ai dit ça pas à tous les diffuseurs en télévision, mais particulièrement aux gens de TVA, quelques années à l'occasion de la situation à Gonaïves, n'est-ce pas? On se souvient de ces choses-là. Et je crois que les mots de Dorothy sont allés directement parce qu'elle a su expliquer, elle, ce qu'elle a vécu, alors que moi, je disais ce que je voyais. Elle a vécu ces choses-là et elle a pu véritablement changer la donne. Mais Dorothy, moi, je vais permettre à Pierre-Paul de continuer, mais est-ce que on peut croire que ce qu'on voit là présentement, c'est du permanent, c'est-à-dire un changement de mentalité qui va rentrer tranquillement dans les médias, surtout télévisuels, ou est-ce que c'est une opportunité que les diffuseurs trouvent pour tout simplement faire baisser la tension? Black Lives Matter oblige? C'est une excellente question. Je vais parler pour Radio-Canada parce que c'est dans l'organisation dans laquelle j'évolue présentement. Je vous dirais que la priorité aujourd'hui est au niveau justement de cette diversité, de cette représentativité, mais encore plus au niveau de la lutte contre le racisme. Donc, Madame Catherine Tate, qui est la PDG de Radio-Canada, a fait une sortie publique en disant qu'il y a du racisme systémique qui existe à la hauteur du Canada, dans tout le Canada, incluant au sein de notre institution. Et je vous dis qu'à l'interne, il y a des démarches qui sont faites. J'aimerais préciser que oui, mon poste a été créé, mais je ne suis pas la seule personne qui travaille en matière de diversité à l'interne. J'ai joint une équipe où est-ce qu'il y avait déjà 2 personnes, donc mon patron Luc Simard et Ikram Bensassi. Et juste avant moi, il y a Isabelle Picard, qui est une femme qui était consultante en matière d'enjeux autochtones, donc réputée également à Montréal et au Canada, qui a joint l'équipe. Donc présentement, on est 4 au niveau du secteur de l'inclusion, mais pour ce qui reste de la compagnie, de l'organisation de la corporation, il y a des démarches qui sont
cours présentement. Ceci étant dit, c'est sûr qu'il y a des personnes qui ont des demandes. Il y a des gens qui sont insatisfaits, qui sont insatisfaites, et la corporation présentement est en train d'aborder ces enjeux-là pour voir comment qu'on peut davantage refléter notre Canada d'aujourd'hui, mais pas juste à l'interne, également au niveau du contenu puis au niveau du changement de culture organisationnelle. Donc, je vous dis qu'au niveau de Radio-Canada, si j'y suis, c'est parce que j'y crois. Si c'était juste cosmétique, croyez-moi, Dorothée Alexandre ne serait pas Radio-Canada. Pendant que tu expliquais tout ça, Dorothée, une des choses qui m'est venue à la tête, mais il y a plusieurs choses, mais une des choses que j'aimerais que tu puisses partager avec nous, c'est les barrières que tu as dû faire face, que tu as eu à faire face. Et je ne sais pas si tu as quelques anecdotes ou des choses que tu peux partager avec nous. Oui, tout à fait. Oui, ben je pense que c'est important. On se le cachera pas, on fait partie d'une société où il y a certains standards de beauté qui sont mis de l'avant lorsque vient le temps de faire de la télévision. Fait que je vous mentirais si je vous disais qu'il fut un certain temps, mon rêve ultime était d'être à la télévision. Mais en 2010, à faire 10 ans le 19 août, dans quelques jours, j'ai pris la décision de devenir naturelle. Et je me souviens de la première fois, j'étais avec mon afro sur les ondes de TVA parce que j'étais en train de justement faire une présentation, mon topo. Et je sais que la réaction des gens à cette époque-là n'a pas été nécessairement évidente parce que pour moi, c'est un geste politique. Quand j'ai un geste politique, c'est de dire de m'approprier qui je suis, et c'est surtout pour ma petite nièce à l'époque que je voulais qu'il voit une femme qui lui ressemble. Et aujourd'hui, j'ai une petite fille de 5 ans. Vous voyez, j'ai amené un livre aujourd'hui qui s'appelle No Book au naturel. Et vous voyez, ce livre-là, c'est un livre que je dévore. Son papa et moi, nous le dévorons avec notre petite fille. Donc, dans les obstacles que j'ai vécus, je dirais que il y a la question de la couleur de la peau, mais la question des cheveux naturels. Quand je dis des obstacles, ça n'a pas été dit dans mon visage, mais on le voit lorsqu'on envoie des CV, que ce soit pour partager sur des projets, faire des auditions pour des émissions qui sont produites. Tu sais quand tu déranges ou quand tu ne rentres pas dans un moule. Parce que habituellement, lorsque des organisations, quelles qu'elles soient, veulent faire avancer des gens, ils investissent en ces personnes-là. Donc, lorsqu'on voit que ton CV, il a été mis sous la pile ou tout simplement, il n'y a pas une réaction hyper positive, moi, je dirais que ça a été très insidieux jusqu'au jour où je me suis dit, il va falloir que je parte mes propres projets. Et c'est dans ce cadre-là aussi que j'avais lancé des projets en ligne pendant la charte, où est-ce que j'avais interviewé des personnes issues de confessions musulmanes, etc. Donc, je te dirais que pour moi, ces barrières-là, c'est celles que j'ai vécues. Ceci étant dit, elles ont vraiment forgé ma résilience. Parce qu'un jour, j'ai dit, il n'y a plus personne qui va me faire pleurer. Parce qu'en effet, la charge mentale que l'on vit, le fait qu'on vienne être blessé dans notre estime de nous-mêmes, souvent on vient à douter de nos compétences. Et après, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a des gens compétents dans certains domaines qui vont quitter l'industrie. Et c'est ce qui arrive aussi, que ce soit dans le monde médiatique, mais ailleurs également. Moi, j'ai dit, il n'y a personne qui va me faire quitter. Je me suis réinventée. Et la façon de me réinventer, je me suis dit, aujourd'hui, je veux m'asseoir où se prennent les décisions. Donc, aujourd'hui, je suis tellement heureuse de pouvoir lire des documents, lire des dossiers. On s'entend que j'ai pas un pouvoir décisionnel qui serait celui, par exemple, de Madame Tate, mais j'ai une influence. Je vais dire ça comme ça aujourd'hui. Je suis un peu où est-ce que j'ai une influence au sein de Radio-Canada, où est-ce que des gens vont m'écouter. Est-ce que je vais avoir de la résistance? Peut-être. Mais ceci étant dit, les tensions sont bonnes. Et pour avancer, pour faire des changements, c'est important de se parler, c'est important de décortiquer les choses, c'est important de nommer les choses et d'essayer de trouver des solutions. Alors, toujours dans cette vibe-là, comment, parce que tu as décrit tout à l'heure comment évoluent les jeunes dans cette société à partir de niveau de compréhension, d'âge et tout ça, etc. Mais on aime ça, voir les unions entre les races, n'est-ce pas? Alors que tu viens de donner les critères de beauté dans la société majoritaire, comment on voit cette chose-là, cette union, cette interunion, ces mariages ou ces unions interraciales-là, comment on les voit à un niveau de secondaire 3 par rapport à un niveau de secondaire 5? Comment on peut croire dans ces unions-là? Comment on les décrit? C'est une bonne question. Je dirais que je suis peut-être pas la meilleure personne pour répondre à ça dans la mesure où je n'ai pas eu ces conversations-là avec les jeunes. Par contre, si je me base
base sur ma propre expérience et sur mon entourage, je peux dire que pour les jeunes d'aujourd'hui, de voir des couples interraciaux, c'est normal. On sait on a vu là, que dernièrement, on a célébré les 50 ou 60 ans de couples là, qui devaient se quitter ou qui devaient choisir de s'éloigner pour être en mesure de vivre ensemble. Donc, on parle aux États-Unis, entre autres, puis c'est sûr que ça se passait sûrement ici, même au Québec puis au Canada. Donc, ceci étant dit, moi, je dirais que la question ne se pose pas à ce niveau-là, je pense. C'est-à-dire que les couples interraciaux sont là pour rester. Il y en a même dans ma famille et on embrasse nos différences. Ceci étant dit, je pense que le défi, c'est que lorsqu'on élève des enfants qui sont métissés, je pense que c'est important de leur faire comprendre leurs origines de part et d'autre. Parce que un enfant métissé, jusqu'à preuve du contraire, va souvent être considéré comme noir. Donc, cette personne noire-là peut vivre des actes de discrimination ou faire l'objet de discrimination. Et je pense que c'est aux deux parents de s'asseoir. Et même si un parent ne comprend pas ce que le jeune vit, mais de s'informer et d'éduquer son enfant autant que possible pour faire face aux défis dans notre société. Dorothée, j'aimerais savoir, cas des jeunes d'inclusion, parce qu'ils pensent qu'ils sont nés, qu'ils sont Canadiens, qu'ils sont Québécois, et puis ils ont tous les droits. Que se marier entre un noir et une blanche ou un noir, une noire et un blanc, c'est tout à fait normal. Est-ce que tu as vu des déceptions dans ta vie, dans ce sens-là? Parce qu'il y a eu quelques mépris par rapport à un amour qui est exprimé mais qui n'a pas de correspondance de l'autre côté. Est-ce que tu as vu ça? Au niveau toujours des couples interraciaux, toujours? Oui, tout simplement à cause de la couleur. Non, mais des fois, c'est juste une déception. C'est un amour qui n'a pas de correspondance, qui n'aura pas de réponse de l'autre côté, mais uniquement parce que c'est une personne de race noire, c'est une personne d'une minorité, ou uniquement parce que les parents de l'autre côté ne veulent rien savoir d'un blanc ou d'une noire. Oui. Moi, de mon côté, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais expérimenté comme tel. Ceci étant dit, ce que j'ai entendu et surtout ce que j'ai été apte à découvrir à travers les médias sociaux au cours des dernières années, ce sont les enfants qui sont issus des fois de couples interraciaux qui sont déchirés parce qu'on leur demandait de choisir entre l'un et l'autre. Ça, c'est une première partie. Donc, ce que je trouve qui est puissant à travers la créativité, c'est lorsqu'on voit que ces jeunes-là qui sont en quête identitaire, qui sont aptes aujourd'hui à créer pour raconter leur vécu, pour raconter le prisme à travers lequel on essaie de leur dire qui tu es, toi. On essaie de teinter la nature de leur identité. Donc, c'est plus ça que j'ai vu. Puis, je trouve que c'est merveilleux et ça m'amène à dire que lorsqu'on regarde tout le militantisme qui se fait aujourd'hui, lorsqu'on regarde les gens qui élèvent leur voix avec courage sur la place publique pour dénoncer le racisme systémique, pour dénoncer les discriminations, il ne faut jamais juger le parcours des gens. Parce que des fois, on va dire cette personne-là est trop woke, ou elle n'est pas assez woke, ou cette personne-là est trop activiste, ou celle-là, elle n'est pas assez activiste. Dans notre société, c'est important qu'il y ait des gens tout au long du spectre de cet activisme ou de cet engagement. Il faut des gens en avant qui vont militer. Il faut des gens dans les institutions qui vont avoir cette voix-là également pour la porter plus loin. Donc, pour moi, j'encourage les gens à se dire, si tu es une personne métissée ou même une personne noire, il y a des personnes noires qui, jusqu'à preuve du contraire, n'ont jamais vécu de racisme ou ne l'avaient jamais vraiment observé et qui se disaient, tu sais quoi, ces questions-là ne m'importent peu. Si aujourd'hui, en 2020, elle porte une attention sur ces questions-là, même si avant-hier, elle n'y portait pas, je pense qu'il n'y a personne ici qui peut juger de cela. Donc, pour moi, je dirais qu'en résumé, c'est ça. J'ai vu des jeunes métissés qui se sont dit, je veux m'approprier davantage mon narratif au niveau de mon identité. Et d'un autre côté, des personnes noires ou des personnes racisées qui ne portaient pas attention sur ces questions-là, qui se disent, aïe, aïe, ça se passe là autour de moi et j'ai envie d'en parler aujourd'hui et de m'impliquer. Et tout est correct. On va regarder la chose parce que tu es jeune, mais tu as un bout de militance de fait, tu en as vu de ces combats et aujourd'hui, on est en plein dans la militance. On va regarder pour l'avenir. Est-ce que c'est un combat perpétuel, une militance à n'en plus finir? Qu'est-ce qu'on dit à ces enfants-là qui sont nés québécois, plus que jamais québécois, plus que jamais canadiens, mais qui doivent savoir que la lutte sera une lutte éternelle? Est-ce que c'est pas décourageant de leur dire ça?
Moi, depuis le temps que je vis à Montréal, les gens conscients des difficultés des groupes minoritaires, surtout les Noirs, c'est toujours une question de militance pour changer la donne, pour changer la situation, pour conscientiser les groupes majoritaires qu'il y a là un effort à faire, n'est-ce pas? Et j'ai milité, Dorothy, comme l'autre génération, a milité, et probablement que les enfants de mes enfants vont devoir militer, les enfants de Dorothy vont devoir militer, les enfants des enfants de Dorothy vont devoir... C'est une lutte perpétuelle pour faire reconnaître des droits qui sont pourtant des droits simples, naturels. Hein? Oui. Comment on apprend ça à nos enfants, savoir qu'il va falloir se préparer à des difficultés, parce que ça ne sera jamais facile. Il n'y en aura pas de facile, comme on dit en québécois. Oui, ce sont toutes d'excellentes questions. Je dirais que comment préparer nos jeunes face aux difficultés, c'est à partir d'aujourd'hui. Moi, je le dis toujours, ma petite héroïne, elle a 5 ans, et pour moi, s'il y a un de ses mots préférés, savez-vous c'est quoi un de ses mots préférés? C'est problème et solution. Ah. Maman, il y a un problème. C'est quoi, ma chérie? Nanana, mais j'ai trouvé une solution. Oh. Donc, ce que ça signifie, c'est que moi, je crois qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on est capable de tenir tête, ou du moins de confronter des défis qui sont à la hauteur de notre expérience, de nos expériences, de notre sagesse, de notre maturité. Donc, pour un enfant, un défi, un problème, ça peut être aussi difficile que je ne suis pas capable d'attacher mon lacet. Si aujourd'hui, je l'attache le lacet pour elle ou pour lui, mais cet enfant-là, je suis en train de lui dire que je ne l'apprends pas à pêcher, je suis en train de lui donner le poisson. Donc, pour moi, la meilleure façon d'éduquer nos enfants, puis j'en ai juste un, j'en ai juste une, il y en a qui en ont 5, 6, c'est de dire au fur et à mesure que l'enfant affronte des défis, c'est d'aborder ce défi-là dans son entièreté, de trouver la solution pour qu'ensuite, quand il y a des plus grands défis, la personne est habituée que maman et papa abordent les défis d'une certaine façon. Ceci étant dit, on s'entend qu'un défi qu'un enfant peut être à l'école puis se faire dire des jurons ou se faire intimider n'a pas la même teneur qu'un lacet. Mais l'important, c'est de développer cette résilience, c'est de développer ce réflexe de ne pas s'apitoyer sur son sort et surtout de trouver le plus facilement possible des ressources autour de soi et de l'aide. Aujourd'hui, j'aimerais parler, entre autres, c'est un sujet qui m'interpelle énormément, la question de la santé mentale. Hier ou ce week-end, on a appris le décès d'un jeune entrepreneur dans la communauté haïtienne qui s'est suicidé. Une de mes très bonnes amies, donc 40 ans, une de mes bonnes amies l'année passée également, d'origine haïtienne, entrepreneur également, s'est suicidée également à l'âge de 40 ans. Et je dis ça parce qu'il faut être capable aussi d'apprendre à nos enfants, de vulgariser, de nommer quand ça va pas bien, et surtout à nos petits garçons. Parce qu'on vit dans une société où est-ce que le suicide ou les problèmes de santé mentale, c'est tabou, et ça l'est d'autant plus dans nos communautés. Donc, il faut avoir cette capacité-là que si quelqu'un frappe des portes, si quelqu'un frappe des obstacles, on dit « Ah, ça ou là, ou pas qu'à marcher, ça ou là, lève ou à crier pour rien », mais surtout de valider ce que la personne dit et d'essayer d'accompagner la personne dans ces défis-là. Et cet accompagnement-là, des fois, va se faire soit par nous-mêmes ou en famille, et des fois, c'est d'aller consulter carrément des professionnels également. Dorothy, on parle de la société québécoise. On sait que le problème de racisme systémique existe. Oui. On n'est pas comme l'autre pour dire oui, il y a du racisme, mais pas du racisme systémique. C'est un jeu de dire des choses comme ça. Par contre, de l'autre côté de la frontière, c'est encore pire. Moi, j'ai une connaissance, une comme ma fille, je dirais, qui a décidé de rentrer au Canada parce qu'elle vivait aux États-Unis, a décidé de ne pas élever son enfant aux États-Unis, une société où il y a, bon, ne parlons pas de racisme, c'est quelque chose qui n'a pas de nom. Alors, quand on élève, quand on est appelé à faire des enfants et qu'on choisit la société dans laquelle on devrait élever ses enfants, sachant très bien que ces enfants-là risquent de connaître des difficultés énormes, de se faire déprécier, de se faire injurier et jusqu'à peut-être même souffrir de maladies mentales ou je ne sais quoi, c'est extrêmement grave, non?
Tout à fait. Puis, c'est une des raisons pour lesquelles, tout à l'heure, d'entrée de jeu pour cette deuxième partie de l'émission, tu disais que le combat va être perpétuel. Et je pense également que tant qu'il y aura des hommes ou des femmes sur Terre, il va y avoir des discriminations. Et tant que ces discriminations-là auront lieu, il va falloir continuer de se battre. Ceci étant dit, je pense que les choses vont avancer. Regardez, on a enterré il y a quelques jours John Lewis, qui marchait aux côtés de Martin Luther King. Il a vu l'avancement de la société. Il a vu des choses changer comparativement à son époque à lui dans les années 50 ou 60. Mais on s'entend que son rêve idéal, il ne l'a pas vu. Et je vous dirais que c'est difficile à dire, mais j'ai lu ça dans les médias sociaux. Il y a des gens qui ont dit que nos plus grands rêves en matière d'équité et d'égalité, on ne les verra probablement pas de notre vivant. Parce que ça va prendre des dizaines et des dizaines d'années pour que les mentalités changent. Ceci étant dit, je pense que le cynisme ne doit pas faire partie de notre vocabulaire. Je ne vous mentirais pas si je vous disais que il y a quelques années, quand je regardais les choses se déployer, je me disais, pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je fais pas juste, mon petit 9 à 5, rentrer là caille moi, manger mon petit gâteau, chill devant la télévision? Pourquoi je me donne tout ce mal-là? Mais je me dis parce que je n'ai pas le droit de laisser les gens qui me suivent derrière moi ne pas avoir espoir. Et je pense que c'est l'espoir qui nous attache à tout ça. Si tu es là à faire de la radio aujourd'hui, c'est parce que tu aimes ta communauté, c'est parce que tu as l'espoir et tu as la conviction que ton travail continue de faire une différence dans la société. Donc moi, je vais arrêter le jour que je vais me dire que ma contribution ne fait plus de différence. Et je peux peut-être, par rapport aux jeunes, la contribution et la différence ne se mesurent pas en like et en TikTok et en Twitter puis en partage. Elle se calcule au quotidien, le nombre de vies que l'on change, parce que des fois, les gens qui ont le moins de likes et le moins de partage sont des gens qui ont le plus grand impact, et ces gens-là qui travaillent dans l'ombre souvent.